La carte des États-Unis ne se déchire pas encore, mais elle commence sérieusement à plier. Au Texas, certains élus évoquent la souveraineté comme si c'était une solution réaliste. En Californie, les sondages révèlent que des millions de personnes seraient prêtes à tourner le dos à Washington. Et en Alaska, l'idée de faire sécession n'a rien d'une blague. C'est devenu un vrai sujet de société. Alors, que se passe-t-il? Ce genre de discours n'est plus réservé à quelques extrémistes ou à des forums obscurs. Partout dans le pays, des États, des comtés, des citoyens se posent une question qui semblait autrefois impensable. Est-ce qu'on a encore notre place ici? Et dans ce climat de doute, certains regards commencent à se tourner discrètement vers le nord. Vers le Canada. Un effondrement de l'unité nationale pourrait-il arriver plus tôt qu'on ne le croit? Voici les 10 États américains où les tensions internes s'aggravent rapidement et où, pour certains, la sortie est déjà envisagée. Numéro 10. La Californie. Avec une économie plus puissante que celle de la plupart des pays du monde, la Californie flirte de plus en plus ouvertement avec l'idée de prendre son indépendance. Et ce n'est pas qu'un fantasme. Un sondage réalisé en janvier 2025 a révélé que plus de 60% des Californiens estiment que leur État serait mieux sans les États-Unis d'ici 10 ans. On ne parle pas là d'une petite minorité marginale. On parle de millions de personnes. Pourquoi ce désir de rupture? Parce que pendant que d'autres États s'enlisent, la Californie se voit comme un acteur mondial à part entière. Un géant technologique, une capitale culturelle, un modèle climatique. Et voilà que les idées d'indépendance commencent à se mêler à des discussions plus inattendues. Des discussions sur un rapprochement avec le Canada. Objectifs environnementaux communs, vision politique similaire, valeurs partagées. L'idée paraît folle d'un point de vue légal, quasiment irréalisable. Mais sur le plan émotionnel, symbolique, identitaire, la tendance est bien réelle. Dans une Amérique post-pandémie, divisée politiquement comme jamais. Ce qui était autrefois impensable devient aujourd'hui envisageable. Et si la Californie franchissait un jour le pas, ce ne serait pas un simple bouleversement régional. Ce serait une onde de choc pour tout le continent. Numéro 9. L'Alaska. Un État américain, mais géographiquement bien plus proche de Moscou que de Miami. Certains disent même que l'Alaska n'a jamais vraiment fait corps avec le reste du pays. Isolé, riche en pétrole, regorgeant de ressources, mais aussi profondément frustré. Un sondage réalisé en 2024 a montré que plus d'un tiers des habitants de l'Alaska soutiendraient une sortie immédiate des États-Unis. Pas dans quelques années. Maintenant. Pourquoi? Parce que beaucoup se sentent oubliés par le gouvernement fédéral. Entre les lois imposées depuis Washington, les terres confisquées ou mal gérées, et des budgets qui ne profitent jamais aux communautés locales, la coupe est pleine. Alors, vers qui se tourner? Naturellement, les regards se dirigent vers le Canada, avec qui l'Alaska partage non seulement une frontière, mais aussi un climat, des liens autochtones, et une économie fondée sur les ressources naturelles. Et pour ceux qui prônent une approche la terre d'abord, le Canada, avec sa gestion plus écologique et sa culture décentralisée, semble presque logique. Alors, est-ce que le Canada accepterait? Très peu probable. Et Washington? Encore moins. Mais là encore, ce n'est pas juste du bruit. C'est un ras-le-bol profond, dans un État qui commence à se demander s'il ne ferait pas mieux de reprendre son destin en main. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner. C'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer à creuser plus loin et à vous montrer ce que d'autres préfèrent éviter. Numéro 8. Le Texas. Ancienne république à part entière, le Texas n'a jamais complètement oublié ses racines souveraines. Et ces derniers temps, du côté d'Austin, les discours se font plus musclés. On entend à nouveau parler de sécession. Les sondages indiquent qu'environ un Texan sur 3 serait ouvert à une rupture. Ce n'est pas juste une provocation politique. C'est une tendance réelle. Et le plus frappant, c'est que le Texas a les moyens de ses ambitions. Avec un PIB dépassant les 2000 milliards de dollars, l'État figurerait parmi les 10 premières puissances économiques mondiales s'il devenait indépendant. Il est en tête dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, du pétrole, du gaz et même de la tech. Donc ici, l'indépendance, ce n'est pas juste une idée romantique, c'est une stratégie sérieuse. Mais derrière cette assurance, quelque chose est en train de changer. Le Texas n'est plus seulement en colère contre Washington, il est en train d'évaluer ses options. Les politiques climatiques fédérales s'opposent frontalement aux intérêts pétroliers texans. Les tensions sur l'immigration s'intensifient à la frontière sud. Et certaines décisions du gouvernement fédéral sont perçues comme des menaces directes contre le mode de vie texan. Alors, que font certains décideurs? Ils explorent de nouvelles alliances. Et étonnamment, le Canada refait surface dans les discussions. Entre les projets énergétiques canadiens,
l'émergence de pôles technologiques et les opportunités commerciales nordiques. Plusieurs leaders texans commencent à se dire que ces partenariats pourraient être plus intéressants que de rester attachés à un gouvernement central qu'ils ne reconnaissent plus. Est-ce que le Texas rejoindrait un jour officiellement le Canada? C'est hautement improbable. Mais des coopérations économiques, des accords commerciaux transfrontaliers, des projets communs en dehors des circuits fédéraux? Ce genre de discussion a déjà commencé, en toute discrétion, dans les conseils d'administration et les bureaux des législateurs. Le Texas ne se demande plus seulement s'il doit quitter les États-Unis. Il commence à réfléchir à où aller ensuite. Et aujourd'hui, ce voisin nordique, plus froid mais bien plus stable, commence à apparaître sous un jour étonnamment chaleureux. Numéro 7. L'État de Washington, la montée de l'esprit cascadia. Quand votre culture, votre économie et vos convictions s'alignent davantage avec un pays voisin qu'avec votre propre nation, à quoi bon parler encore de frontières? C'est la question que se posent de plus en plus d'habitants de l'État de Washington. Et surtout dans cette région côtière, verte et innovante, qui s'étire de Seattle jusqu'à Vancouver. Ici, ce n'est pas juste une proximité géographique, c'est une vision commune. Des politiques environnementales ambitieuses, un système de santé tourné vers l'accessibilité, une ouverture sur le monde. Bienvenue dans ce qu'on appelle le mouvement Cascadia. Un courant culturel et politique qui ne voit pas Washington comme un État isolé à l'extrémité des États-Unis, mais comme le cœur vivant d'une grande biorégion unissant la Colombie-Britannique et l'Oregon. Et ce mouvement ne cesse de grandir. Certains sondages récents indiquent qu'environ un quart des habitants seraient ouverts à une séparation douce avec les États-Unis. Non pas dans un élan de violence ou de rébellion, mais dans une démarche réfléchie, presque philosophique. Celle d'une nouvelle identité régionale. Et devinez quoi? Le Canada, ce n'est pas juste un voisin. C'est déjà un partenaire actif. Coopération technologique transfrontalière, engagement commun en matière d'environnement, corridors commerciaux dans le Pacifique. Dans les cercles politiques de l'État, on regarde de plus en plus les modèles canadiens en matière de logement, de durabilité, de santé, non pas comme des opposés, mais comme des sources d'inspiration. Alors, est-ce que Washington pourrait rejoindre le Canada? Constitutionnellement, c'est quasi impossible que ce soit du côté américain ou canadien. Mais le désir de rapprochement est bien là. Des liens plus forts, des accords concrets, une coopération qui dépasse les limites fédérales. Et si Cascadia continue de s'ancrer dans les esprits, Washington pourrait bien être le premier domino d'un mouvement plus vaste sur la côte ouest. Un glissement lent, où l'appartenance ne se définit plus par l'histoire, mais par une vision commune. Et dans ce futur possible, la frontière du 49e parallèle ne séparerait plus, elle relierait. Numéro 6. L'Oregon de l'Est, le mouvement pour un grand Idaho. Que se passe-t-il quand votre propre État commence à vous sembler étranger? Quand vos valeurs, vos priorités économiques et même votre quotidien sont ignorés par un gouvernement distant de plusieurs centaines de kilomètres. C'est exactement ce que vivent les habitants de l'Oregon rural, à l'est de la chaîne des Cascades. Et leur réponse prend une forme pour le moins surprenante. Le mouvement du Greater Idaho. Non, ce n'est pas une blague. C'est une véritable initiative politique qui vise à rattacher plus d'une douzaine de comtés conservateurs de l'Est de l'Oregon à l'État d'Idaho. Oui, vous avez bien entendu. Ils ne veulent pas quitter les États-Unis, mais carrément changer d'État à l'intérieur du pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sentiment d'être devenus des citoyens de seconde zone dans un Oregon dominé par la métropole progressiste de Portland. Leurs voix sont étouffées, leurs bulletins de vote n'ont quasiment aucun poids. Et sur des sujets comme le port d'armes, les impôts ou la gestion des terres, ils ne se sentent plus simplement en désaccord. Ils se sentent opprimés. 12 comtés ont déjà voté pour explorer activement ce changement de frontière. Et ce ne sont pas des consultations symboliques, ce sont de vrais référendums avec des résultats nets. Et devinez quoi? Du côté de l'Idaho, on n'écarte pas l'idée. En 2024, la Chambre des représentants de l'Idaho a adopté une résolution ouvrant officiellement la porte à des discussions avec l'Oregon. Changer les frontières d'un État, ce n'est pas simple. Il faudrait l'accord des deux législatures et du Congrès fédéral. Mais malgré ces obstacles, le mouvement ne faiblit pas. Au contraire, la frustration continue d'alimenter sa progression. Et ce n'est pas tout. Certaines voix locales évoquent maintenant une hypothèse encore plus audacieuse. Un rapprochement avec le Canada. Car pour les habitants de cette région agricole et riche en ressources naturelles, les modèles de commerce et de régulation climatique en Colombie-Britannique semblent parfois plus pertinents que les décisions venues de Salem ou de Washington. Une fusion avec le Canada? Très peu probable. Mais une nouvelle vague de comtés prêts à rompre avec l'Oregon? C'est déjà en cours. Ce n'est plus juste un signal politique.
C'est une population qui trace une frontière idéologique en pleine terre américaine. Et qui commence à redéfinir à qui elle veut vraiment appartenir. Numéro 5, le Colorado, des comtés rouges en rupture. Et si le vrai danger n'était pas qu'un État veuille rejoindre un autre pays, mais qu'une partie de l'État n'ait plus aucun sentiment d'appartenance au reste de sa propre région? Bienvenue dans le Colorado. Montagne à perte de vue, pôle technologique en pleine expansion, ville progressiste comme Denver ou Boulder. Mais sortez des grandes métropoles, et l'ambiance change radicalement. À l'est, dans les zones rurales, la colère gronde depuis des années. Ce n'est pas qu'une question de politique. C'est une crise d'identité. Des comtés entiers se sentent abandonnés, ignorés, dépossédés. Et ce sentiment, il ne date pas d'hier. Depuis plus de 10 ans, plusieurs comtés ont proposé des projets de sécession. Certains pour créer un nouvel État, d'autres pour rejoindre le Wyoming voisin. Et ce ne sont pas de simples coups de com'. En 2013, 11 comtés ont carrément organisé un vote officiel sur leur sortie. Le résultat n'a pas mené à la séparation, mais il a été suffisamment marquant pour forcer les autorités à écouter. Qu'est-ce qui alimente ce ressentiment? Ce n'est pas juste le pétrole, les armes ou les taxes. C'est l'idée que les grandes villes décident de tout, pendant que les campagnes produisent l'essentiel, sans jamais avoir leur mot à dire. Et en 2025, le fossé s'est encore creusé. Les nouvelles lois sur l'énergie, les restrictions sur les terres, le contrôle des armes. Tout ça n'a fait que raviver des blessures déjà ouvertes. Certains commissaires de comté n'en peuvent plus. Les cartes sont à nouveau redessinées, les pétitions circulent. Et une autre discussion commence à poindre, plus discrète, mais bien réelle. Et si on s'inspirait du modèle canadien? Pas pour rejoindre le Canada, mais pour adopter certaines de ses politiques. Développement énergétique équilibré, subventions agricoles équitables, Internet au débit pour les zones rurales. Autant d'éléments que certains élus locaux trouvent mieux gérer là-bas qu'à Denver ou à Washington. Est-ce que le Colorado va se diviser? Peu probable. Mais est-ce qu'on risque une cassure plus profonde, plus symbolique? Très clairement, oui. Parce que lorsqu'une moitié de votre État se sent ignorée trop longtemps, elle ne fait pas que vous en vouloir. Elle finit par vous quitter. Et quand la sécession semble impossible, la migration devient l'alternative. Numéro 4, l'Illinois. Quand les campagnes rêvent d'Indiana ou d'indépendance. Et si une fracture ne se voyait pas sur une carte, mais dans les mentalités? Parcourez quelques heures au sud de Chicago, et vous sentirez cette cassure. Les drapeaux, les panneaux, le ton dans les conversations. Tout indique une chose, dans l'Illinois rural. Ce n'est pas seulement un désaccord avec l'État. C'est une rupture de confiance. Pour beaucoup, le gouvernement ne parle plus en leur nom. Et certains ont décidé d'arrêter d'attendre. Ces 5 dernières années, des dizaines de comtés du centre et du sud de l'Illinois ont voté des résolutions, demandant à se détacher de l'influence écrasante de Chicago. Ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est un mouvement politique réel, connu sous le nom de New Illinois. Et il gagne du terrain. Pourquoi? Parce que les électeurs ruraux ont l'impression que la métropole de Chicago dicte les règles du jeu. Des impôts à l'énergie, de l'éducation à l'agriculture. Tout en ignorant la réalité économique et culturelle du reste de l'État. Et cette rancune, elle est ancienne et profonde. Certains vont même plus loin. Ils évoquent un rattachement à l'Indiana, où les lois et les valeurs rurales leur semblent plus respectées. D'autres imaginent carrément la création d'un nouvel État, libéré de l'emprise de Chicago. Alors, est-ce légalement faisable? Très compliqué. Constitutionnellement, c'est peu probable. Mais émotionnellement, pour beaucoup, le détachement est déjà fait. Ils disent que leur argent alimente une ville où ils ne mettront jamais les pieds. Que leurs écoles sont négligées, que leurs secteurs d'activité sont surréglementés. Et qu'à chaque nouvelle politique sur l'énergie verte, les armes à feu ou la fiscalité, c'est un peu plus de leur mode de vie qui s'efface. En 2024, plusieurs conseils de comté du sud-est de l'Illinois ont officiellement demandé à rencontrer les législateurs pour discuter d'un départ de l'État. Et la réponse des autorités? Le silence. Mais ce silence-là ne calme plus personne. Parce que quand des régions entières veulent franchir une frontière intérieure, ce n'est plus une question de territoire, c'est une question d'appartenance. Et dans l'Illinois, cette appartenance semble déjà avoir disparu. Reste à savoir, combien de temps avant que les habitants, eux aussi, prennent la porte? Numéro 3, le Michigan. Quand l'humour devient un plan B. Fatigué du tumulte ambiant, usé par les mauvaises nouvelles à répétition. Beaucoup d'habitants du Michigan en ont assez. Et ce ras-le-bol, il s'est d'abord exprimé avec humour. Des sondages en ligne, des mèmes, des pétitions satiriques disant
Faisons du Michigan une province canadienne. Une blague? Au départ, oui. Mais voilà le tournant. En 2024, une enquête sur un campus de l'Université du Michigan a révélé que près de 23% des sondés, principalement des jeunes, soutiendraient sérieusement un rattachement au Canada. Si cela signifiait un système de santé accessible, une gouvernance plus stable et une vraie protection du climat. Ce n'est pas du sarcasme. C'est un message générationnel. Et ce n'est pas qu'un débat d'idées. Des milliers de résidents passent déjà à l'action. Des retraités, des travailleurs à distance, des familles, qui déménagent vers le nord, notamment en Ontario. Pourquoi? Parce qu'on y trouve des soins de santé publique, des villes plus sûres, et une culture pas si différente, surtout dans la région de Windsor ou d'Ottawa. La relation entre le Michigan et le Canada, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est du concret. Détroit et Windsor, ce sont deux villes sœurs, reliées par le commerce, l'industrie, les familles. Chaque jour, des milliards traversent le pont Ambassador. Et aujourd'hui, cette proximité physique devient aussi mentale. Les habitants du Michigan regardent le chaos politique s'intensifier. Les salaires stagner, les primes d'assurance santé exploser. Et certains lèvent les yeux vers le nord, à la recherche d'une vie moins dysfonctionnelle. Peut-on, légalement, rattacher un État américain au Canada? Non. Mais ce n'est pas le droit qui évolue. C'est l'état d'esprit. Et ce qui, hier encore, faisait rire, devient pour certains un plan de secours. Numéro 2, Hawaï. La souveraineté, une mémoire toujours vive. Comment peut-on rejoindre un pays dont on n'est jamais vraiment parti? À Hawaï, la question n'est pas celle d'une sécession classique. C'est celle d'une reconnaissance historique. Car Hawaï n'est pas un État comme les autres. C'était autrefois un royaume souverain, avec sa monarchie, ses lois, ses traités internationaux, et même des ambassades à l'étranger. Jusqu'en 1893. Cette année-là, un coup d'État orchestré avec le soutien des États-Unis a renversé la reine Liliuokalani. Le royaume a été annexé sans traité, malgré les protestations de la population locale. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un fait historique bien documenté. Et aujourd'hui, en 2025, le mouvement pour la souveraineté hawaïenne est plus vivant que jamais. Des milliers de personnes défilent. Des actions en justice sont en cours. Certains réclament une indépendance totale. D'autres demandent une reconnaissance fédérale comme nation autochtone souveraine, à l'image des tribus amérindiennes. Pourquoi ce regain de mobilisation maintenant? Parce que des décennies de présence militaire, de tourisme de masse et de bétonisation du territoire ont poussé de nombreux autochtones hors de leurs terres ancestrales. Sur l'île d'Oahu, le prix médian des logements dépasse désormais le $1 million, alors que l'itinérance parmi les Hawaïens natifs atteint des niveaux records. Et c'est là que le nom du Canada revient, non pas comme une destination, mais comme un exemple de politique de réconciliation. Un pays qui, malgré ses imperfections, a entamé un dialogue national avec ses Premières Nations. Hawaï pourra-t-il un jour se séparer des États-Unis? Très peu probable. Mais ce mouvement n'est plus marginal, ni désorganisé. Il se structure, il s'impose. Et surtout, il ne demande plus la permission. Il exige qu'on répare une injustice. Et le monde, doucement, commence à tendre l'oreille. Numéro 1, la Floride, fuite en douce vers le nord. Est-ce qu'un État reste votre chez vous s'il commence à ressembler à un pays à part entière? En Floride, cette question n'est pas théorique. Elle flotte dans l'air, dans les débats, dans les actes du quotidien. Certains groupuscules locaux ont évoqué la création d'une république indépendante. Ou même un départ de l'Union. Des idées radicales, loin du courant dominant. Mais ce qui est bien réel, c'est un mouvement de population, discret mais massif. Et ce n'est plus uniquement des gens qui s'installent en Floride. C'est aussi des départs, parfois inattendus. Des jeunes actifs visent l'Ontario. Des télétravailleurs s'installent sur l'île de Vancouver. Des retraités délaissent les Carolines ou le Texas. Et s'installent en Nouvelle-Écosse ou à l'île du Prince-Édouard. Pourquoi ce revirement? Parce que derrière le soleil de la Floride, il y a des coups d'assurance hors de prix. Des ouragans plus fréquents et une polarisation politique de plus en plus pesante. En 2024, plus de 8000 Floridiens ont déménagé au Canada. Ce chiffre peut paraître modeste. Mais il ne reflète pas ceux qui songent à partir, ou qui préparent déjà leur dossier d'immigration. Ce n'est pas une sécession classique. C'est un exode tranquille, légal et individuel. Et dans les groupes Facebook, les forums Reddit ou les discussions familiales sur WhatsApp, la même phrase revient. Si ça empire, on monte au nord.
La Floride ne quittera peut-être jamais officiellement les États-Unis. Mais des milliers de ses habitants, eux, l'ont déjà fait. Un billet d'avion à la fois. Et si cette vidéo vous a fait voir les choses autrement, abonnez-vous, cliquez sur j'aime et partagez-la autour de vous. Parce que sous la surface, ce ne sont pas juste des mouvements isolés. Ce sont les premiers signes visibles d'un changement identitaire profond en Amérique.